Et what's up YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve du coup pour la petite vidéo hebdomadaire. Eh bien on est tout simplement mercredi 24 juin, donc là en ce moment on est en pleine canicule et c'est l'enfer. Je vais vous emmener aujourd'hui sur deux choses. Comme d'habitude, la séance, donc séance jambes, et ça va être intéressant parce que normalement je la fais pas le mercredi et là en plus ça fait 3 jours que je dors pas très bien, donc il va y avoir quelques adaptations en tout cas en termes de volume, intensité peut-être, et ça peut être intéressant pour vous. Et je vous emmènerai sur un cas client. Il y a une nouvelle entrée dans la team et donc je vais vous expliquer un petit peu le plan, la mise en place du plan, comment j'ai réfléchi, pourquoi. Donc ça aussi, ça peut être intéressant, je pense, pour que vous compreniez mieux comment ça se passe. Et si jamais vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Clovis Williams, je suis coach sportif diététicien. Ça fait déjà 3 ans que je fais du coaching online. J'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement. Et si jamais en ce moment vous faites des efforts tous les jours, que vous vous entraînez régulièrement, que vous mangez correctement mais que vous n'arrivez pas à vous transformer, je pense que mon accompagnement pourrait être fait pour vous. Donc si ça vous intéresse, il y a les liens en description pour me contacter. Je vous laisse aller checker ça et on se dit à tout à l'heure. Bon voilà, 8 heures, je suis déjà en train de dégouliner alors que je suis juste assis sur mon canapé en train de bosser. C'est un enfer. Je voulais vous montrer rapidement parce que là, du coup il y a quelques avancées au niveau des compétiteurs, ce sera un petit bonus. Mais Robin et Louis sont passés à... Enfin, Louis est passé à 3 bilans par semaine et la shape avance super bien. On est en moyenne à une perte de 500 grammes par semaine. Là on voit bien, hein. Le haut du corps commence à être vraiment sympa. On a le bas qui commence à découper et il y a même sur cette pose-là, le cul qui commence à bien découper. Robin qui avance bien aussi. Là, c'était début de coaching à 102 et là, c'est à 95,1 kg ce matin. Et là, Robin, lui, il est passé à un bilan tous les 2 jours et très prochainement, je pense que dans tous les cas, il passera à un bilan par jour. Pourquoi la fréquence plus élevée de bilan? Pour la simple et bonne raison, Robin, un bilan tous les 2 jours. Le but étant de réagir très rapidement à une stagnation potentielle. Faut que ça soit remis dans un contexte forcément dans tous les cas. Et pour Louis, c'est un peu pareil. Alors Louis, il est pas en retard, mais je l'ai mis pour la sécurité en fait. Je me dis, je préfère avoir un bilan plus régulièrement. Comme ça, je vois comment ça avance, la tendance que ça a dans la semaine. Et même chose, au besoin, ça me permet de faire un bilan, enfin faire une modification en plein milieu de semaine, juste pour vous tenir au courant un petit peu des deux compétiteurs, comment ça avance. Allez, on se retrouve certainement pour du coup la mise en place du plan de justement un autre Louis, le nouveau client. Ok, bon, on se retrouve du coup, il est 11h30, donc comme vous avez pu le voir, encore une fois, création de contenu le mercredi matin. Le mercredi, c'est une journée où j'ai un peu plus de temps que les autres jours parce que j'ai un petit peu moins de messages, même si j'envoie juste un message pour prendre des nouvelles parce que c'est la mi-semaine et j'ai pas forcément les informations qui viennent directement des élèves, donc j'en profite pour envoyer un message à ce moment-là. Comme ça permet de traiter déjà des problématiques qui pourrait y avoir. Soit on se retrouve là pour la présentation de l'onboarding d'un nouvel élève, donc le processus que je mets en place lorsque il y a une personne qui est intéressée par mon coaching, les étapes que je vais procéder, pourquoi, et comment du coup je personnalise un plan et les choix que je fais en fonction de la personne que vous allez voir aujourd'hui. Bien, du coup, l'onboarding d'un nouvel élève, en premier, toujours la même chose, il y a plusieurs étapes. En l'occurrence, la première, ça reste toujours un call de diagnostic et de ça, on suivra 2 autres étapes. Mais d'abord, le call de diagnostic, il me sert à quoi? Ça va me permettre de déjà rencontrer la personne une première fois, discuter de ses objectifs, discuter des problématiques qu'elle rencontre ou en tout cas par rapport à ses objectifs, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'elle a testé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour que je comprenne un petit peu mieux la personne, ses objectifs, si je peux l'aider ou pas. Là, en l'occurrence pour Louis, l'objectif était simple, il veut devenir plus sec et plus musclé, mais en découle autre chose de ça qui est bien plus importante selon moi. Il souhaite avoir un cadre de vie plus simple, avoir un physique dont il peut être fier parce que de nouveau en ce moment c'est pas forcément le cas. Et un dernier truc, c'est pouvoir inspirer les autres. Il m'a potentiellement parlé d'avoir envie de créer du contenu autour de ça. Et ça, c'est bien plus important au final que ça. Ça, c'est juste un résultat physique. Ça, c'est un vrai why, c'est le pourquoi il veut se transformer. Et c'est bien plus important déjà pour lui, mais d'un point de vue coaching aussi, pour pouvoir faire un rappel de pourquoi il a commencé dans les moments où ça serait plus difficile. Les problématiques qu'il avait, en grande partie, c'était un manque d'objectivité et de visibilité sur ses résultats. Pourquoi? Parce que, alors, il traquait des données, mais
un peu vagues, et il les faisait surtout analyser par ChatGPT, donc pour l'évolution et les modifications de son plan. Le problème avec ça, c'est que ChatGPT, c'est quelque chose de très binaire, qui va pas forcément avoir une analyse approfondie de vous, de votre sensibilité, et de comment vous arriveriez à mieux gérer certaines choses plutôt que d'autres. Donc c'est bien, ça peut faire office d'une base, mais en général, ça ne suffit pas à répondre à toutes les problématiques, et surtout, ça ne suffit pas à vous apprendre à vous transformer. Ça va vous donner le plan pour le faire, mais pas vous apprendre et vous faire comprendre comment on fait pour le faire et comment on fait pour le maintenir. La deuxième problématique, c'est un manque de connaissances d'un point de vue entraînement technique, et ça se transcrivait par il a tendance à être bourrin, donc ça c'est ses termes, c'est-à-dire potentiellement y aller un peu comme une brute, parce que le principal c'est l'intensité et soulever de la charge. Le problème qu'il pouvait rencontrer, c'est potentiellement avoir des douleurs et des blessures, ce qui peut ralentir fortement une progression, et également il avait un gros manque d'autonomie vis-à-vis de sa progression. De nouveau, il n'avait aucune idée de comment bien se placer, pourquoi, comment bien se régler, pourquoi, et ensuite comment appliquer une progression pérenne qui lui permet de continuer d'avoir des résultats au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'était le premier appel, parce que ça m'a permis de voir avec lui, suite à cet appel, 2 autres étapes. L'une des étapes, c'est je lui envoie un questionnaire qui me remplit, là aussi, afin d'avoir plus de contexte, où est-ce qu'il s'entraîne, à quelle heure, c'est quoi son travail, quelles contraintes ça lui fait avoir, est-ce qu'il a déjà suivi une diète, si oui, comment, qu'est-ce qu'il a mis en place, etc., etc. C'est quoi ses préférences alimentaires, c'est quoi qu'il peut faire et qu'il ne peut pas faire, dans le but de personnaliser un maximum le plan. La deuxième étape, c'est des photos, 1 de lui, 2 de sa salle. Alors les photos de lui, qu'est-ce que ça me permet de faire? Alors déjà d'avoir un point de départ, pouvoir lui montrer son évolution physique, mais surtout, lorsque je démarre un coaching, moi ce que ça me permet de faire, c'est analyser la personne que j'ai en face. Elle me dit, ça fait 7 ans que je m'entraîne, et elle m'envoie des photos comme ça, je me dis, ok, il y a des choses qui vont pas, déjà, rien que d'un point de vue training, que ça soit sur potentiellement la technique, l'intensité, la répartition du volume, etc. Je ne vois pas le physique de quelqu'un qui pratiquerait depuis 7 ans de manière très carrée et intense la musculation. Ce que ça me permet d'observer aussi, c'est potentiellement des points faibles, des points faibles, des points forts, comment je vais orienter mon programme, sur quoi je vais mettre le focus, est-ce qu'il y a besoin d'un focus. Les photos de la salle, ce que ça va me permettre de faire, c'est de mieux comprendre le matos qu'il a à sa disposition pour, encore une fois, personnaliser au maximum le plan. Là, en l'occurrence, il s'entraîne dans un Basic Fit. Vous allez me dire, il y a le même matos partout. Oui et non. Il y a toujours des machines qui n'y sont pas, d'autres qui y sont, et il peut y avoir du coup même des prises qui sont présentes ou pas, qui permettraient de, encore une fois, optimiser un petit peu, mais tout ce qu'on peut prendre d'optimal peut être bon à prendre si c'est facile à mettre en place. Donc là, en l'occurrence, on personnalise aussi en fonction de ça. Et surtout, en fonction de la salle et également du contexte, l'heure à laquelle il s'entraîne et la salle à laquelle il s'entraîne, adapter les choix. Ça peut être la proximité des machines les unes des autres pour mettre en place typiquement des supersets qui permettraient de lui faire gagner du temps. Est-ce que c'est possible dans sa salle? Est-ce que c'est pas problématique par rapport à l'heure où il s'entraîne, etc., etc. Une fois que tout ça est récolté, une fois que tout ça est fait, je viens mettre en place un plan. Le plan, il y a de nouveau 3 étapes. Il y a une roadmap, il y a une diète et il y a un training. La roadmap, elle sert à quoi? La roadmap, elle sert justement à donner de la visibilité à Louis sur ses objectifs, ce qu'il va devoir mettre en place et comment ça va se passer, combien de temps ça va se passer, et au-delà de ça, c'est il a les objectifs, mais en plus il a une visibilité sur à quel point ça avance dans le bon sens. Et ici, je vous explique brièvement pourquoi j'ai décidé de mettre les choses en place comme ça. Là, j'ai une personne qui est en face de moi, n'a jamais réellement eu de diète et n'a jamais réellement traqué beaucoup de données, et surtout analyser ces données correctement. Donc j'ai 4 semaines, 1 mois de starter qui me permet, la mise en place, c'est une personne que je connais pas, donc la mise en place du plan, et surtout les modifications pour que tout colle pour lui, et surtout également au niveau du training, qu'il y ait de la révision technique. Je pars pas sur un déficit ou un surplus, si en face de moi, je sais pas comment la personne s'entraîne, je sais pas à quel point a mis de l'intensité, et donc ces 4 semaines me permettent vraiment de travailler là-dessus. Ça reste une roadmap prévisionnelle, ça veut dire que je peux la modifier à tout moment. Si au bout de 2 semaines, la technique c'est nickel, et au niveau de la mise en place du plan alimentaire ou du plan global, il est parfait, on attaquera directement sur la période de sèche. Ensuite, une période de sèche relativement plus ou moins longue, en fonction justement de son point de départ, du body fat de départ qu'il a, de l'objectif que je vais lui fixer par rapport à ce qu'il m'a parlé. Là, il va être plus sec, plus musclé. J'ai visé entre 10 et 12% de body fat, je l'ai estimé, je sais plus exactement, mais à 25% ou plus de body fat. Donc, il avait un certain poids à perdre, et en fonction de ça, et en fonction de la vitesse à laquelle je pouvais lui faire perdre du poids, j'ai estimé une durée. Encore une fois, une durée qui est estimée, ça peut changer, c'est pour ça que je me laisse du temps aussi avec une période de reverse pour pouvoir éventuellement lui faire poursuivre la cut, avec 2 objectifs, ici et là, où il a des objectifs de poids plus ou moins juste à atteindre, mais ça lui permet d'avoir un repère, et dans tous les cas, à la fin, il aura une période de reverse, de nouveau pour
il n'a potentiellement jamais fait de cut, ou en tout cas de cut comme ça, il va devoir apprendre à gérer l'après-cut, donc la période de reverse va être là pour ça. Donc voilà un petit peu déjà le premier plan pour les 6 mois à venir. Donc de nouveau, visibilité long terme, objectivité sur ses attentes et la réalité de ce qu'il doit mettre en place et de ce qu'il met en place, et enfin suivi et visibilité des progrès et des blocages qu'il va avoir au fur et à mesure de la transformation. Ça me permet de moi mieux analyser et lui aussi avoir du concret sur lequel s'appuyer lorsque je vais lui dire bah, tu vois, tu as tel objectif, il y a ça qui ne va pas, et pourquoi ça va pas. Le deuxième, enfin les deux autres choses, donc la diète évidemment, et la diète ici, le contexte c'était il n'a jamais suivi de plan alimentaire, donc c'est déjà quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va construire une diète, parce que je vois beaucoup de personnes conseiller de mettre des diètes on, diètes off, cyclées, etc. Mais en fait, lorsque vous avez une personne en face de vous qui a jamais tenu une seule fois de sa vie un plan alimentaire, déjà suivre un plan alimentaire, ça peut être quelque chose de difficile, donc il ne faut pas forcément compliquer les choses. Il n'a pas de problème à manger la même chose tous les jours, et il peut manger entre 4 et 5 repas par jour. Donc, je lui ai fait une diète pratique et simple, un seul plan alimentaire simple avec des équivalences pour varier. Le plan alimentaire simple, ça lui permet justement d'éviter de, en partant sur une diète alors qu'il n'en a jamais suivi, avoir plein de choses à gérer. Là, c'est un seul plan. Il a son plan avec des équivalences, ce qui lui permet d'éviter de toujours manger la même chose. La side quest à ça, ça sera le rendre plus autonome avec sa diète pour du long terme, en lui apprenant à utiliser une application et mieux comprendre la nutrition. Donc sa diète, là, actuellement, ça ressemble à ça. Alors vous n'aurez pas tout le détail et toutes les équivalences, mais globalement, 5 repas, vous pouvez manger 5, et ça me semble être... Alors c'est quelqu'un qui veut progresser rapidement, et ça me semble quelque chose qui est plutôt cohérent, surtout par rapport à son gabarit et le nombre de calories qu'il va consommer, de mettre 5 repas en place. Rien d'obligatoire, 4 aurait très bien fonctionné, mais je pense que c'est quelque chose qui te permettra de tenir et d'éviter de grignoter. Donc il a des aliments, comme je vous l'avais dit, très basiques, très simples, faciles à cuisiner à l'avance, ou qui demandent très peu de préparation. Par exemple là, un overnight oat, ça prend 10 minutes à préparer, c'est mis au frigo la veille, et basta, et il a une collation avec du skyr, le muesli croustillant, donc des granolas, fruits, graines de chia, donc des choses qui, vraiment, demandent le moins de matériel possible, le moins de connaissances possible en cuisine, pour que, de nouveau, ça simplifie les choses, et que lui, ça lui permette de tenir le plan le plus simplement possible. Bref, vous l'aurez compris, diète simple, pratique et facile à tenir. Pour le training, le contexte était, pour moi, un manque de masse globale, avec potentiellement un petit peu de dos. Là, actuellement, il avait une répartition en upper-lower, avec énormément de volume total sur tous les groupes musculaires, et il s'entraînait 4 à 5 trainings par semaine. De nouveau, mon choix a été de diminuer le volume, mise en place d'un volume modéré, parce que justement, je me dis, il a beaucoup de volume, mais il n'a pas la masse musculaire qui va avec, donc je pense que le problème n'est pas un manque de volume, mais un manque d'intensité. Donc le but, volume modéré, pas bas, mais modéré, pour garder du volume, mais lui apprendre à mettre en place de l'intensité. Et priorisation du haut du corps par rapport au volume, parce que c'est pour moi quelque chose qui actuellement semble plus important, les jambes étant très difficiles à mettre de l'intensité, les mettre 2 fois semaine va juste potentiellement le fatiguer ou potentiellement le dégoûter. Donc une seule séance jambes par semaine, avec peu de volume, bien faite, peut amplement suffire, en général, au début. À voir par la suite s'il y a un point fort et un point faible qui se dessinent au niveau jambes et haut du corps. J'ai priorisé sur le haut du corps, les pecs et les épaules, pecs, épaules et bras, via un ordre, un choix, l'ordre des exercices, l'ordre des séances, choix des exercices et choix des séances, et le volume. Comme vous pouvez le voir ici, ça c'est son volume actuel. Vous allez me dire, il a 14 séries de dos. Oui, mais c'est une 14 séries de dos totale, que ce soit trapèze, grand dorsal. Ce qui fait que globalement, il a surtout du volume sur les pecs, sur les deltoïdes global, latéraux là en l'occurrence, et sur les bras. Le reste reste bas à modéré, et ça sera quelque chose qui sera amené potentiellement à changer au fur et à mesure de la transformation. Ça se répercute un petit peu sur le volume, en sachant qu'on l'a baissé, c'est pas forcément le truc le plus parlant, mais ça va surtout jouer sur technique, intensité, et ensuite comment j'ai réparti les exercices dans les séances et dans le programme. Le split actuel, c'est donc un pec-épaule, un dos-bras, legs, donc vraiment à la fin du cycle sur les legs, il aura de la fatigue potentiellement déjà dessus, mais c'est pas ce que je cherche à focus. Il a pec-épaule et épaule-pec qui sont après un jour off, et il a une séance bras dédiée, parce que là c'est un bras dos, mais avec une séance bras et un rappel dos surtout, et donc il va avoir pas mal de volume dessus, une fréquence x2 sur les groupes musculaires que je veux focus, avec de nouveau une priorisation dans certaines séances. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, la mise en place d'un plan personnalisé. Je prends des données via un appel avec la personne, je lui envoie un questionnaire, je lui fais prendre des photos, et en rassemblant toutes ces données, en analysant au mieux la personne, je mets en place un premier plan. Et ce qui est important à retenir aussi là-dedans, c'est que tout ça n'est pas figé. Ça va être un plan qui va être évolutif. Donc comme vous pouvez le constater avec ce que je viens de vous présenter, vouloir se transformer physiquement, c'est très bien, mais il suffit pas d'avoir, entre guillemets, un plan, avoir une diète, avoir un programme, parce que en réalité c'est très bien, mais tout le monde sait faire ça. ChatGPT sait le faire, il sait vous mettre en place une diète qui va vous permettre d'être en déficit calorique, il va vous mettre
un programme d'entraînement plus ou moins bon pour que vous entraîniez dans le but de prendre de la masse. Mais là où un suivi personnalisé fait vraiment la différence, c'est qu'il va s'adapter, donc le plan va s'adapter à votre contexte, à vos problématiques actuelles, mais également à vos problématiques potentiellement futures, parce que les problématiques que vous avez aujourd'hui ne seront pas les problématiques que vous aurez plus tard, et ça ne sera jamais les cas particuliers que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure d'une vie entière. Les sorties avec les amis, les moments où vous êtes malade, les moments où vous êtes blessé, tout ça, ça se fait via un suivi avec un coach compétent et qui vous permet d'avoir des réponses à vos questions sur un moment T lorsque vous en avez réellement besoin et qui s'adapte tous les jours à vos problématiques. Donc si jamais en ce moment vous avez des objectifs physiques particuliers, que vous avez déjà mis en place des choses mais que pour autant ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez, si vous le voulez, il y a les liens en description, il y a le lien de mon Instagram, vous allez dessus, vous m'envoyez un DM, on en discutera, on pourra même se caler un appel, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et comment je pourrais vous aider si jamais ça vous intéresse. Maintenant, je vais aller manger et on se retrouvera à la salle juste après. Je vous présente mon pré-training, ma petite assiette. 120 g de riz cru, 200 g de poulet, 150 g de légumes environ, une banane, 10 g d'huile, un peu de sauce soja sucrée. Donc oui, je mange un repas classique avant l'entraînement et je le mange suffisamment tôt pour justement que ça m'impacte pas trop au niveau de la digestion. Vous n'êtes pas obligé de manger de la crème de riz ou du riz soufflé. Je prends banane parce que ça me permet d'augmenter un petit peu les glucides, d'avoir des fibres et surtout des vitamines, mais en plus, avoir un peu de glucose et de fructose assembler les deux, ça permet aussi d'avoir un taux d'absorption un peu plus important au niveau intestinal, donc potentiellement moins d'inconfort. Je vous conseille aussi, si vous faites des repas pré-training, d'avoir des sources de glucides complètes comme riz, crème de riz soufflé et compagnie, mais également d'intégrer un fruit pour avoir suffisamment de fructose. Bref, je vais manger ça et on se retrouve à la salle ensuite. Bon voilà, on se retrouve à la salle. Bon, vous m'excuserez pour aujourd'hui la vidéo globale et là le passage en salle. Je suis extrêmement fatigué. Je fais ma séance sur un jour qui habituellement n'est pas mon jour d'entraînement. Normalement, je fais ma séance le jeudi, j'ai un jour off. Donc entre mon pec et mon dos, mon pec et mes jambes, j'ai un jour off le mercredi depuis. Je fais la séance le jeudi, donc normalement j'ai plus de récup, je suis moins fatigué parce que je passe pas des nuits de 5 heures à transpirer comme un cochon et à avoir chaud toute la journée. Donc on vient le point de quand les conditions sont pas idéales, il faut savoir adapter un petit peu ce que vous faites et ça va être le cas ici. Alors ma séance jambes est pas la séance la plus volumineuse que j'ai, je fais leg curl couché 3 séries, leg extension 2 séries. Alors ça peut arriver que je fasse des techniques d'intensification ici. Ensuite, j'ai du hack, 2 séries, press à cuisse, 3 séries, leg curl acide, 2 séries. Et enfin, adducteur à la machine. Là, je fais une série avec une technique d'intensification, mais en gros, je fais plusieurs drop sets ici. Dans tous les cas, je vais pas partir du principe que je vais adapter directement. Là, il fait plus frais que d'habitude, je trouve. Et hier, par exemple, lundi, c'était catastrophique ma séance parce que c'était le début de la canicule et j'étais pas encore habitué. Et hier, au final, ça s'est plutôt très bien passé sur la séance prep. J'étais plus en forme que ce que je pensais. J'ai réussi à pousser à performer. Donc, un conseil, c'est quand vous devez vous réguler sur vos séances parce que vous avez de la fatigue, parce que tout ça, ne partez pas du principe que parce que X, vous devez faire Y. Faites toujours en fonction de vos sensations sur le moment aussi. C'est pas parce que vous vous sentez fatigué que vous êtes forcément fatigué. Bon, là, il y a quand même des facteurs stress qui rentrent en ligne de compte. C'est une raison pour laquelle je pourrais autoréguler et c'est pour ça que c'est une réflexion que je fais. Et comment j'autorégulerai? Là, il y a différentes manières. Ça va dépendre du coup de comment je me sens et à quel point je me sens fatigué ou des petites gênes. Déjà, ce qui va être sûr, c'est que habituellement sur mon hack, je mets l'élastique, je vais continuer de le faire. Et la presse à cuisse, je ne le mets pas. Ça fait 3-4 séances que je le fais ici et la presse ici, elle me fait particulièrement mal aux hanches et aux genoux, même avec des charges qui ne sont pas forcément très lourdes de base. Donc là, je vais l'utiliser. Ça me permet d'ajuster un petit peu la courbe de résistance et je reviendrai là-dessus après. Quelle adaptation je peux mettre en place? Ça va être simple, hein, c'est soit sur le volume, soit sur l'intensité, soit sur les deux. Donc voilà, je pars sur la séance et je vous donne les conseils que je vais donner. Alors pourquoi je commence par les curls couchés de neuro comme pour la séance pull? Les ischios sont un point vraiment faible sur mes cuisses, donc ça reste ma priorité absolue. J'enchaîne sur les extensions hack press, donc 3 mouvements qui vont solliciter principalement les quadriceps, parce que du coup c'est ma seule séance où je vais travailler les quadriceps dans la semaine pour le moment. De nouveau leg curl acide de série, je vais accumuler du volume, je le fais en assis
parce que du coup j'ai raccourci en début de séance et je vais venir étirer en fin. Et adducteur, simplement pour continuer à mettre du volume dessus. Bon, là, un premier conseil, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup et j'entends beaucoup comme correction, c'est tu gardes ton bassin parfaitement immobile, il faut que tu empêches de bouger, donc tu rétroverses. Et en vrai, le conseil n'est pas forcément mauvais, dans le sens où les ischio-jambiers, ils viennent s'insérer du coup sur la hanche et sur le fémur. Donc si tu laisses trop bouger ton bassin, tu vas avoir tendance à moins recruter tes ischios. Mais, et c'est important, en réalité, il y a un mouvement naturel du bassin en fin de contraction, en légère antéversion, c'est quelque chose de totalement normal. Et c'est même plutôt important parce que sinon vous pourriez pas, en tout cas, vous manqueriez de force pour terminer votre flexion de genou, donc vous ne viendriez pas raccourcir complètement votre ischio. Quelque chose que vous devriez plutôt vous concentrer à faire sur un leg curl couché, c'est penser à là où vous mettez la pression. C'est-à-dire que si vous avez tendance à, lorsque vous forcez ou lorsque vous descendez, à pousser proche du bout du banc au niveau du genou, vous allez avoir tendance ici à vous décoller parce que forcément vous avez une force dans le banc qui va emmener votre corps à vouloir se lever et généralement ce qu'on va observer, parce que le corps étant écrasé et les bras tenus, là on va voir les fesses se lever et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc si vous devez vous concentrer sur une seule chose à votre leg curl, en considérant que tout le reste est maîtrisé, cherchez à mettre un maximum de pression dans le banc au niveau de votre hanche et sur la cuisse au niveau de la partie la plus proche de la hanche. En faisant ça, vous devriez, en bas du mouvement comme en haut, sentir presque comme si votre genou, le bout de votre cuisse, venait décoller du bas. Là, vous assurez de parfaitement recruter les ischios et de mettre le moins de tension possible ailleurs. Leg curl terminé, ça me donnera un peu le temps de la séance. Donc en effet, c'est pas les gros exos polyarticulaires encore, mais je ressens pas trop la fatigue. C'est-à-dire que je me sens pas dans le mal à faire mes séries et à les pousser loin. Ce que je sens, c'est que je suis pas au top de ma forme, que je vais pas faire mes PR ici. Par exemple, là, j'ai perdu quelques reps. Mais c'est aussi ça qui est bien quand vous avez arrêté de chase un petit peu les performances à tout prix, à vouloir faire progresser vos charges. Encore une fois, je le répète et je le répéterai à chaque fois. Oui, vos charges doivent augmenter, mais quand ça fait 5, 10, 15 ans que vous entraînez, vous ne prenez pas des plus 5, plus 10 kilos à chaque séance, plus 5 reps tous les mois. Ça prend du temps, il faut l'accepter, il faut juste chercher à faire vos séries proprement et à les pousser aussi loin que vous êtes capable le jour où vous êtes là à faire votre séance. Je passe au leg extension, je vous filme les séries et là j'aurai aussi des choses à vous donner. Leg extension, 2 conseils que vous devriez appliquer si vous voulez sauvegarder la santé de vos genoux. Il y en a un qui sera valable pour tous les autres exos et un autre qui sera valable pour le leg curl. Le leg extension, première chose, il bouge dans un seul et même plan. Il va pas à droite à gauche, ça bouge verticalement de haut en bas. Et un truc qui est hyper important parce qu'on le voit beaucoup, alors déjà il y avait le conseil de il faut ouvrir les pointes de pied pour solliciter plus le vaste externe, rentrer les pointes de pied pour travailler plus le vaste interne. Alors déjà que ce conseil est une grosse connerie parce que dans tous les cas, tous vos chefs s'insèrent au même endroit sur le tendon patellaire et que du coup, à partir du moment où vous tendez votre genou, tous vos chefs de votre quadriceps sont sollicités de la même manière. Et le deuxième problème avec ça du coup, et ça peut arriver de manière minime sans que vous vous rendiez compte, si par exemple vous avez des grosses cuisses, des gros adducteurs, où vous laissez vos jambes un peu partir comme elles veulent, c'est que vos genoux viennent s'orienter plus, alors souvent c'est vers l'extérieur, mais ça pourrait être vers l'intérieur. Si vos genoux pointent vers l'extérieur, au lieu de regarder parfaitement vers le plafond, vous allez rajouter des forces de cisaillement sur vos genoux, c'est-à-dire que votre genou c'est une charnière, il va être très bon à faire ça, très mauvais à faire ce genre de mouvement là. Ok, le genou fait vraiment que ça. Si vous avez le genou qui est légèrement décalé par rapport à l'application de la force, en plus de solliciter ça, vous avez une légère sollicitation, alors de glissement comme ça, également d'ouverture comme ça, et ça vient mettre énormément de tension sur vos ligaments, notamment les ligaments collatéraux, ligaments croisés. De nouveau, c'est pas dramatique si vous le faites une fois ou que sur une fin de série, vous avez tendance à ouvrir un petit peu. Vous perdez potentiellement
un petit peu de tension, mais c'est pas dramatique. Le problème, c'est si vous le faites de manière répétée suffisamment longtemps, il pourrait y avoir des adaptations négatives au niveau de vos tissus, voire vous amener à des blessures, des douleurs, des choses comme ça. Donc première chose, veillez toujours à parfaitement aligner la trajectoire de votre tibia avec la trajectoire de la machine, et là en l'occurrence sur un leg extension et sur un leg curl, c'est chercher à faire pointer le genou de manière parfaitement plus ou moins verticale. Un bon repère pour ça aussi, c'est si quand vous êtes installé d'une manière naturelle, vous venez tendre les jambes et que vos pieds ont tendance à s'éloigner ou à se rapprocher par rapport à la position basse, c'est le signe potentiellement que vous n'êtes pas bien aligné. Normalement, ça devrait être mouvement parallèle. Le deuxième conseil, c'est valable partout, c'est que et surtout les mouvements monoarticulaires, plus vous rapprochez là où on applique la charge proche de l'articulation qui est engagée, moins vous allez abîmer rapidement votre articulation. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris à RTS et je vous expliquerai pas pourquoi parce que je ne le sais pas. On nous a demandé de leur faire confiance, donc je vous demanderai de me faire confiance aussi. Donc surtout au moment d'isolation, trouvez une position qui vous est suffisamment confortable, mais qui vous permet d'être le plus proche du genou possible. Ça pourrait vous aider si vous avez des douleurs de genou ou que vous voulez éviter la moindre blessure. L'extension terminée. Vous voyez, je pense que c'est toujours lié et c'est là où il faut faire juste preuve de bon sens à un moment donné. C'est que je suis pas le plus en forme possible. Et donc je sens que j'ai du mal à me pousser vraiment à l'extrême sur mes séries. Donc forcément, je suis un peu moins dans le mal que d'habitude. Donc je me permets, là par exemple sur l'extension, j'avais que 2 séries. J'ai fait une 3e série et par contre, j'ai pas fait une technique d'intensification parce que je me dis sous fatigue, le risque est un peu plus grand. Là, j'ai 2 séries de hack squat, donc on va voir ce que ça donne. Et derrière, normalement, j'ai 3 séries de presse. Et donc là aussi, c'est pratique parce que je vais pouvoir ajuster potentiellement à faire que 2 séries de presse au lieu de 3. Donc là, je fais un petit peu plus d'isolation. Je sais que ça va moins fatiguer, moins taxant, moins risqué. Et au besoin, je peux réduire mon volume sur mes polyarticulaires. Bon, et puis ça tombe bien parce que du coup, la personne qui était juste avant a utilisé un élastique. Et moi aussi, j'en utilise un, mais pas de la même manière. Pourquoi c'est pas forcément la meilleure chose à faire de l'utiliser de cette manière? Là, comme vous pouvez le voir, l'élastique est déjà tendu. C'est que là, la machine, on inverse vraiment la courbe de résistance du hack. Le hack, on veut qu'il soit dur en bas, facile en haut. C'est la courbe de force les quadriceps qui sont plutôt forts en position étirée et plutôt faibles en position contractée. Donc là, quand on fait ça, le truc, c'est qu'on facilite le rendement en bas et on rend plus dur en haut. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des daisy chains et des élastiques qui sont courts. Alors déjà, les daisy chains vont me permettre d'ajuster parfaitement quand est-ce que je veux que mon élastique il se grandisse. Et l'avantage d'avoir ça, c'est qu'ils vont prendre 2 fois leur longueur bien plus rapidement, mais ils sont aussi la perdre beaucoup plus rapidement. Le problème principal d'un hack squat, c'est que du coup, on a quand même un moment articulaire qui change drastiquement. Quand vous êtes position haute, jambes tendues, vous avez les segments qui sont alignés, donc là vous avez aucune tension d'appliquer sur les quadriceps, mais quand vous descendez, par rapport à la longueur de votre fémur, vous allez prendre beaucoup de distance, donc vous allez prendre beaucoup de résistance. Donc c'est relativement traumatisant pour la plupart des gens. Forcément, une personne qui aura des fémurs un petit peu moins longs le sentira moins. Par contre, une personne comme moi qui a les fémurs plutôt longs, on peut ressentir de la gêne, des douleurs en bas du mouvement. Et surtout, dans tous les cas, la résistance va être très dure en bas, et donc on peut avoir des points de blocage sur le hack squat qui sont j'arrive en bas, je pousse, ça bouge plus. Le fait de mettre ça en place, c'est que je vais pouvoir faire en sorte que l'élastique il se grandisse et il prenne 2 fois sa longueur au moment où c'est le plus dur. Donc ça va légèrement réduire la difficulté à ce moment-là. Pas l'enlever complètement, ça va rester le moment le plus difficile, mais ça sera un petit peu moindre. Et plus je vais remonter, plus il va se détendre. Ça va juste être une légère modification pour que la résistance soit un petit peu plus lissée. C'est-à-dire que au final, au lieu d'avoir un seul et même point de blocage, je vais avoir un moment dur sur une plus grande longueur de mon mouvement. Et ça, c'est beaucoup plus agréable. Déjà quand vous cherchez à pousser pour travailler vos quadriceps et beaucoup plus agréable pour mes genoux aussi. Donc voilà un petit peu l'explication et comment je sais comme ça. Bon, quand je vous parlais de savoir s'adapter au bon moment, j'ai vraiment mal au genou sur la face basse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser mes charges drastiquement. Là, j'étais à 120, normalement, je vais en faire 8. Je vais passer à 2 plaques seulement. Et tant pis, je vais faire des 20 reps. Apprenez à vous écouter. Du bon sens. Là, ça me réussit vraiment pas, j'ai vraiment trop mal. On adapte, on adapte. Bon, définitivement plus dur du cardio et plus dur à pousser à l'échec. Mais au moins, j'ai pas mal au genou. Et j'ai des très bonnes sensations dans les quadriceps. Un conseil sur un hack squat, n'importe quel squat d'ailleurs, si vous voulez maximiser le travail de vos quadriceps, logique. Parce que vous l'avez entendu partout, veillez à laisser vos genoux avancer le plus loin possible en avant de la pointe de pied. Mais je rajouterai, parce que souvent on parle aussi flexion de genou, genre à quel point le mollet va venir s'écraser contre l'ischio. Le problème de ça, c'est si, quand vous le faites, en allant tout en bas, votre genou commence à revenir vers vous et que vous avez aussi de la flexion de hanche, donc la cuisse qui vient s'écraser contre votre buste. Et vous allez avoir un fessier bien plus étiré que le quadriceps. Un muscle qui est trop étiré va perdre un peu de tension, un muscle qui est bien étiré va prendre plus facilement de la tension. Donc en faisant ça, vous mettez votre fessier dans une position potentiellement plus favorable et créer de la force.
et votre quadriceps dans une position potentiellement moins favorable à ancrer. Donc vouloir descendre cul par terre sur un squat ou sur un hack squat ou sur un pendulum squat, pas toujours la bonne solution si votre objectif est de travailler vos quadriceps. Bon, du coup presse, je sais d'avance que les articulations sont douloureuses, du coup je vais ajuster ça, gamme de reps plus longue, un peu moins de charge, en sachant que là j'ai rajouté l'élastique, je viens de faire une première série de chauffe et globalement ça va. Donc je pense que je vais quand même mettre un peu de charge et viser entre 8 et 10 répétitions. D'habitude je tourne plus à 6, 9 et c'est là où j'ai un peu de douleur, donc on va voir. Ouais, je sens la fatigue et la chaleur. Je commence à avoir les intestins qui sont pas contents. Donc je vais en faire une dernière là. Leg curl adducteur. Je ferai 2 séries, une série. Pas de drop set sur le adducteur. Je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Petit tips quand même pour la presse. Je vais beaucoup vous parler d'amplitude là de nouveau sur les 2 machines à leg. Bon, il y a eu cette mode pas mauvaise en soi parce que bon, il y a eu les 2 extrêmes qui étaient pas bons, les mecs qui chargeaient un maximum et qui faisaient une amplitude réduite. Mais il y a eu aussi la mode à la presse de descendre le plus bas possible. Si vous en êtes capable, c'est très bien. Mais en réalité, est-ce que c'est réellement utile et safe pour vous? Voilà 2 questions à se poser. Première chose, beaucoup de gens manquent de mobilité, 1 cheville, 2 hanches. Donc lorsque vous descendez tout en bas, vous avez tendance à avoir le bassin qui va rétroverser, qui va s'enrouler, ce qui n'est pas forcément bon pour votre colonne de mettre de la charge comme ça dessus, et ça peut venir de 2 choses. Donc 1, la mobilité, donc votre amplitude est trop importante. 2, un problème d'intention dans ce que vous faites. Moyen simple de le corriger, vérifiez que ce soit pas un manque d'intention. Donc pour ça, au lieu de vous dire je vais repousser le chariot, imaginez que vous êtes en train vous de repousser le siège et tentez de sentir que vos 2 pointes de bas du dos là, elles sont poussées dans le banc, vous les sentez en contact avec le banc. En fonction de ça, vous ajustez l'amplitude, et si jamais vous en avez la capacité, posez-vous quand même la question de à quoi ça me sert de descendre si bas. En l'occurrence là sur une presse, on a quand même la hanche en position fléchie, et lorsque vous venez de descendre et que les cuisses commencent à s'écraser sur votre buste, c'est quoi qui prend la tension en bas à votre avis? Ça peut être aussi une question à se poser, c'est à quel point descendre le plus bas possible, même si on en est capable, va pas vous enlever de la tension et va garder un intérêt particulier sur la prise de masse musculaire sur une presse à cuisse. En tout cas, régulez votre amplitude pour déjà pas risquer de vous faire mal. Si vous descendez et que ça pose un petit peu sur votre buste, mais que ça vous empêche pas de progresser, c'est pas très grave. Je pense pas, je filmerai le reste, mais je pense pas vous donner de conseils sur le reste. Je pense avoir fait à peu près le tour. Et on se retrouve après la séance. Ok, séance terminée. Bon, un peu plus longue que prévu de base, mais pas étonnant. Globalement, ça fait le taf. Et bon, vous voyez, au final, c'est pas la séance de l'année, mais j'ai eu des bien meilleurs ressentis que ma dernière séance où, pour le coup, là, j'avais pas de soucis de chaleur ou quoi que ce soit. J'étais plutôt en forme, mais séance de merde parce que pas des bonnes sensations, un peu mal aux genoux, un peu mal aux hanches. Là, vraiment aucune douleur à part là aux genoux quand je vous en ai parlé. Donc, au final, séance avec de la fatigue, séance pas dans les meilleures conditions, et pourtant, séance dont je suis plutôt content, pardon, et où je sens que ça a été plutôt efficace. Donc ça aussi, c'est une leçon à retenir, je pense. Vos ressentis veulent pas toujours vous dire la vérité, et c'est pour ça que vous devez pas prévoir à l'avance que parce que vous êtes fatigué, vous n'allez pas faire une bonne séance. En l'adaptant correctement, en ayant les bons conseils et en ayant une stratégie, vous pouvez absolument faire une bonne séance, même en étant dans les mauvaises conditions. Je vous ai fait aussi du coup un petit update jambes de fin de séance, parce qu'un élève m'a taclé sur mes jambes l'autre jour en me disant faut pas oublier d'entraîner le bas du corps, et ça m'a touché. Mais il a raison en soi, parce que j'ai un haut du corps bien plus développé que le bas du corps. Mais d'un autre côté, ce que je lui ai répondu, c'est qu'il sait pas d'où je pars, et les jambes étaient vraiment un gros retard. Et pourtant, pas que je les entraînais pas, alors pendant longtemps, je les ai pas entraînés. Et surtout, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai quand même des longs fémurs, pas les meilleures insertions. Si je suis en short, on a l'impression que j'ai pas de quadriceps. Dès que je remonte, c'est déjà un peu plus sympa, et si je remonte bien jusqu'à la hanche, au final, c'est là où tout le ventre de mon muscle est. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important lorsque vous avez envie de vous transformer ou envie de prendre de la masse à des objectifs physiques, c'est de comprendre que vous partez avec des points forts, des points faibles, et qu'il faut l'accepter. Ça veut pas dire qu'il faut pas les travailler, ça veut juste dire que peut-être que vous n'êtes pas fait pour avoir le meilleur physique du monde, et alors c'est pas très grave. Par contre, vous pouvez avoir votre meilleur physique, et pour ça il faudra faire des efforts, et il y en a pour qui ce sera très long. Moi, ça fait 15 ans que je m'entraîne, ça fait peut-être 5 ou 7 ans que je me ruine sur les jambes, que j'ai essayé plein de choses, 3 fois semaine, 2 fois semaine, 1 fois semaine, 1 fois semaine avec des rappels, et pour autant j'ai pas eu une progression fulgurante, mais au final depuis X années elles ont globalement progressé. Et si je retrouve des photos de quand j'ai vraiment commencé à me faire coacher et maintenant, vous verrez la différence. Je vais rentrer à la maison, je vous reprends peut-être un petit peu plus tard mais globalement je pense qu'on arrive au terme de la vidéo. J'espère vous avoir donné un maximum de conseils qui vous aura été utile, ou en tout cas que vous n'avez pas eu l'habitude d'entendre. Je suis encore désolé pour la forme du jour, je me sens pas aussi énergique qu'à mon habitude, donc j'ai fait de mon mieux. Je vous redis à tout à l'heure.
En sortant de la salle, je suis passé à Decathlon. Je suis pas un grand consommateur d'électrolytes, en tout cas j'en consomme pas de manière régulière. C'est un truc que j'avais conseillé dans les vlogs à Bali parce que justement il fait très chaud et humide. Je transpire à ne rien faire. C'est là où ça peut devenir intéressant. Des électrolytes pour s'hydrater, même pendant votre séance, avant votre séance ou après votre séance, ça peut être quelque chose de pas mal. Là justement, le fait que j'ai un peu mal au ventre et tout, c'est possiblement que les intestins commencent à être saturés en termes de manque d'hydratation, ou en tout cas c'est que je m'hydrate beaucoup, mais ça reste quelque chose de pas mal, donc petit conseil en plus. 19h, je vais faire mon outro maintenant, sinon je risque d'oublier. Là, je suis rentré de la salle, j'ai répondu aux messages, j'avais pas mal de messages suite du coup à mon message de mi-semaine pour prendre des nouvelles, et c'est un peu le cas de tout le monde. La chaleur est un petit peu difficile, le sommeil est pas au rendez-vous, donc la même chose chez les personnes où j'ai senti qu'il y avait des besoins, j'ai pu prodiguer quelques conseils vis-à-vis de ça sur comment adapter certaines choses. Pour moi c'est pareil, hein, là au niveau du boulot c'est compliqué, j'ai du mal à être vraiment concentré longtemps, mais beaucoup plus de temps sur des tâches qui me prennent beaucoup moins de temps habituellement. La conclusion de ce vlog, ça sera toujours la même chose, hein, c'est pour vraiment bien évoluer, il faut savoir s'adapter, et pour savoir s'adapter, il faut avoir les solutions aux différentes problématiques que vous pouvez rencontrer à votre contexte, qui soit contexte de départ, là comme pour Louis, mais contexte d'évolution au fur et à mesure du temps, plus vous avancez. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que ça sera toujours difficile. Que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé, les problèmes ne disparaissent pas, ils changent, et pour continuer d'évoluer, il faut savoir quoi régler et comment le régler au bon moment. Et donc, c'est peut-être là que justement le coaching prend aussi tout son sens, ou en tout cas que avoir quelqu'un à ses côtés avec une certaine expérience de ce que vous voulez réaliser prend tout son sens. Donc si jamais en ce moment justement vous avez l'impression que vous mettez des choses en place, que vous avez du mal à progresser, ou encore que vous mettez des choses en place et que vous progressez très bien, mais que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous avez tendance à tout abandonner, eh bien vous faire coacher pourrait être certainement la solution à ce problème. Et justement, je pense que c'est quelque chose que je fais relativement bien, c'est trouver des solutions aux problèmes des gens que j'ai dans mon accompagnement. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse aller de nouveau en description, il y a le lien de mon Instagram, vous pouvez cliquer, m'envoyer un message. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne journée, j'espère que quand vous me regarderez il fera moins chaud, et je vous dis à la prochaine.